Madame Sapiens, partie 2 sur 6. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors première question, forcément qui nous brûle tous les lèvres, à quoi ressemblaient donc les 10 Sapiens ? En 1868, une sépulture est mise au jour sur le site de Cro-Magnon dans la vallée de la Vézère, on est en Dordogne en France. Datée de 27 680 ans, c'est très précis, elle renferme les corps d'un homme et d'une femme. Mais curieusement, seule la dépouille masculine est mise sur le devant de la scène et on ne parle alors plus que d'hommes de Cro-Magnon. Le défunt, enterré avec des armes de chasse, des ossements de gibier, des outils de pierre taillée, est naturellement considéré comme le propriétaire officiel de la tombe. Et personne ne se préoccupe de la présence du corps féminin à côté de lui. Heureusement, près de 150 ans plus tard, les scientifiques commencent enfin à se pencher sur le rôle de la femme dans les sociétés paléolithiques. Première question, comment différencier déjà le squelette d'un homme et de celui d'une femme ? Grâce au bassin, vous allez me dire. Ouais, en réalité, oui, mais c'est pas si simple. Pour reconnaître un squelette féminin, les premiers préhistoriens se sont centrés en fait sur le crâne. Le volume étant proportionnel à la dimension du squelette, le crâne d'une femme devait être forcément plus petit que celui d'un homme. Sauf que ça, c'est une erreur. Cette vision correspond en réalité à ce qu'on appelle le dimorphisme crânien des populations modernes. Celui des humains du paléolithique est très mal connu en vérité. Le squelette d'une femme préhistorique n'est pas tout à fait le même que celui d'une femme du XXIe siècle. C'est une histoire d'évolution. Merci Darwin, vous allez me dire. Et beaucoup de crânes grands et épais ont été pris comme ça pour ceux d'individus masculins, alors qu'en fait, ils étaient féminins. Il y a, vous l'avez sûrement pensé, c'est vrai, la forme du bassin, comme je disais tout à l'heure, on appelle aussi l'os coxal à cause du coccyx. Celui de l'homme est haut, étroit, affûté pour la marche, alors que celui de la femme est évasé et il aménage un espace circulaire en son centre pour faciliter le passage du bébé. Et en fait, le résultat est fiable à 98% quand même, parce que cet os est fin, fragile et il devient friable avec le temps. Résultat, il tombe en poussière lorsqu'on tente de le manipuler. Identifier les hommes et les femmes dans les sépultures, vous comprenez que c'est pas si facile que ça. Pourtant, dans certains cas, le diagnostic est sans appel. L'exemple d'Ostuni, dans les Pouilles, en Italie, est unique au monde. Une grotte de Santa Maria di Agnano abrite une sépulture gravétienne datée de 24 410 ans, dans laquelle repose le squelette d'une femme, et dans le bassin, celui d'un fœtus. La découverte, évidemment, a fait sensation parce que c'est la première fois qu'est exhumé le squelette d'une femme enceinte. On l'a compris, le diagnostic du sexe de restes humains paléolithiques demeure souvent difficile en raison du fait de l'absence de référentiels fiables. Le nombre de squelettes datant du paléolithique d'ailleurs est assez réduit. La grande majorité présente une stature élevée et des os robustes. Ils ont donc été immédiatement attribués à des hommes parce qu'ils correspondaient encore une fois à l'idée que s'en faisaient les premiers préhistoriens. Mais personne ne s'est donné la peine de s'interroger sur l'absence des femmes. Les objets associés aux défunts jouent également un rôle dans l'attribution du sexe. La communauté scientifique supposait encore il y a peu de temps que seuls les individus masculins avaient droit à un rituel funéraire sophistiqué. Les squelettes richement parés étaient instantanément attribués à des individus masculins. Les recherches récentes ont poussé les archéologues à réévaluer certaines thèses de leurs prédécesseurs et certains squelettes ont eu droit carrément à un véritable changement de sexe. L'exemple le plus connu est celui d'un corps découvert dans la grotte du Cavillon à la frontière italienne. La richesse du mobilier funéraire ne laissait aucun doute, évidemment, il s'agissait d'un homme. Or, l'examen du bassin est formel. Il s'agit du squelette d'une femme. Surnommé à l'origine l'homme de Menton, le défunt a donc été rebaptisé la Dame du Cavillon. Une équipe de recherche franco-africaine du laboratoire universitaire de Toulouse 3 a trouvé une solution inédite et imparable. Chaque crâne possède une sorte de rocher placé derrière l'oreille qui est indispensable à l'audition. En utilisant des rayons X, il est possible de voir à l'intérieur du crâne. Et il est possible d'obtenir un moulage en 3D d'un organe disparu, qu'on appelle la cochlée ou l'oreille interne. Mesurant à peine 1 cm, sa forme spiralée est unique à chaque individu, comme les empreintes digitales.
Et mieux encore, sa forme diffère selon le sexe de l'individu. La reconstitution donc de la cochlée, obtenue par microtomographie, est d'une précision extraordinaire et dévoile que la perception des hautes fréquences est plus précise chez la femme que chez l'homme. Elle permet donc de déterminer le sexe d'un individu même immature, c'est-à-dire âgé de moins de 18 ans. Son taux de fiabilité est aussi impressionnant, 95% de réussite sur les restes de nouveau-nés. Cette nouvelle technique présente aussi plusieurs avantages. Elle s'appuie sur la boîte crânienne, qui est la partie du squelette qui se conserve en fait le mieux. Elle est peu onéreuse et ne nécessite pas la destruction des restes osseux. Deuxième question. Quelle était maintenant l'apparence de la femme préhistorique ? L'analyse des ossements révèle bon nombre d'informations sur la vie d'un individu. Les carences alimentaires, l'utilisation prolongée de certains muscles, le nombre de grossesses chez les femmes, etc., etc. Les os se modèlent sans arrêt pour s'adapter à nos mouvements et à nos besoins. La robustesse du squelette révèle une activité physique intense. Pas étonnant. Les hommes et les femmes du Paléolithique étaient des nomades qui parcouraient de longues distances en suivant les troupeaux de gibier, en portant sur leur dos et leurs épaules leurs tentes et leurs outils. Le corps s'est donc adapté pour supporter le poids du fardeau et la difficulté du trajet. Celui des hommes, mais aussi celui des femmes. Elles pratiquaient de nombreuses activités physiques pour procurer de la nourriture à leur groupe. Elles avaient donc le physique d'un athlète de haut niveau, robuste, endurant et musclé. La viande de gibier, étant une viande maigre, elle ne permet pas de stocker des surplus de masse graisseuse. Les femmes préhistoriques ne ressemblaient donc en rien au célèbre Vénus. Sa physionomie est en fait le résultat de nombreux métissages. Au cours de son avancée hors d'Afrique, Homo sapiens s'est mélangé avec plusieurs espèces cousines, dont Néandertal, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Ce métissage génétique lui a permis de renforcer son système immunitaire contre le froid. En outre, il a conservé jusqu'au néolithique, donc de 40 000 à 6 000 ans, la peau foncée qu'il possédait sur le sol africain. Effectivement, une peau sombre protège l'épiderme contre le rayonnement trop intense du soleil, pas si méchant quand on n'en abuse pas évidemment, puisqu'il permet la synthèse de vitamine D. Et en arrivant sur le sol européen, Homo sapiens a découvert un rayonnement solaire beaucoup moins intense et donc moins propice à la synthèse de vitamine D. Toutefois, il a trouvé une solution par la chasse, car son régime alimentaire, basé sur la viande, la moelle osseuse et la graisse animale, comble du coup ce manque en vitamine D. Les protéines animales ont retardé la décoloration. Elle ne commence en réalité qu'au néolithique, quand l'homme privilégie les céréales et les végétaux, moins riches en vitamine D. Pour la synthétiser, la peau s'est éclaircie pour accueillir au mieux les rayons du soleil. Le portrait donc de la femme de la préhistoire commence de plus en plus à se dessiner, le portrait robot. Elle est grande, elle est robuste, elle est musclée, ça on l'a vu. Elle a la peau sombre et les cheveux crépus. On est donc extrêmement loin du mannequin blanc aux cheveux blonds du 19e siècle, fin, petit, fragile et apeuré. Et vous allez voir, c'est pas fini, il y a encore plus incroyable. La paléogénétique a mis en évidence sur les ossements humains d'Europe de l'Ouest la présence du gène HERC2 qui donne des yeux bleus. Oui, vous avez bien entendu, des yeux bleus. Cette teinte n'apporte évidemment, je dis évidemment, c'est pas si évident que ça, mais cette teinte n'apporte aucun avantage en termes de sélection naturelle. Il s'agit en fait d'une sélection sexuelle, choisie par l'être humain. Peut-être trouvait-il les partenaires aux yeux bleus plus attirants que d'autres, ça on ne peut pas le savoir. En tout cas, ce sont eux qui ont eu le plus de descendants, entraînant une propagation du gène des yeux bleus parmi les populations paléolithiques. Eh bien la voilà, Lady Sapiens, élancée à la musculature puissante, à la peau noire, les cheveux crépus et le regard bleu-azur. Contrairement à l'image donc que l'on s'en fait, l'Homo sapiens n'est pas un homme sauvage, simplement vêtu d'une peau de bête. C'est un individu élégant, doté d'un goût prononcé pour les ornements raffinés, et puis il en va de même pour sa compagne qui, comme lui, prenait soin de son corps et de son apparence. Le vêtement
joue un rôle d'ailleurs essentiel dans la vie de nos ancêtres. D'une part, il est une protection, évidemment, contre les agressions extérieures, comme le froid, et d'autre part, il affirme l'appartenance à un groupe humain particulier et la place que l'on occupe dans le clan. Et oui, déjà, on ne portait pas des Stan Smith, etc., mais déjà, l'habit faisait le moine, si vous voulez. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisée en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 € par mois, le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres, en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.